Voilà, qu'est-ce qui vient maintenant? Non, nous allons quitter des insights pour rejoindre notre thématique, l'IA pour une meilleure inclusion. Voilà, donc notre prochain orateur, Olivier, qui a eu plusieurs avatars, lui aussi, sur plusieurs continents. Vous pouvez aussi consulter son CV, mais Olivier est actuellement le PDG de Inclusive Brains. Il commence à développer des agents multimodèles connectés. Et puis, ici, il rejoint une initiative pour favoriser l'inclusivité. Et puis aussi professeur de Brain Science à l'Université d'Aix-en-Provence. Et il sera avec Eric. Et Eric va parler de comment utiliser la neuroscience pour sécuriser encore davantage la question de l'inclusivité et nos espaces de travail. Hi Ted, yes, I am back. Voilà, me voilà de retour. Bah voilà, c'est impossible que je ne sois pas là. Hein. Voilà. Deuxième jour de notre conférence Human Advantage. Et c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec mon ami Olivier, présenté à l'instant par Émilie. Alors, en synthèse, Olivier, vous avez co-créé avec votre associé Paul, me semble-t-il, hein, c'est ça, hein, en 2022, vous avez lancé donc Inclusive Brains et vous êtes le responsable IA de la Biotech Dental Group, où vous chapeautez également l'Institut d'intelligence artificielle. Donc voilà, je peux en conclure que vous êtes bien placé pour évoquer la question de la science des cerveaux, de l'intelligence artificielle. Enfin, j'espère, dit Olivier. Eh bien, commençons par ceci, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous donner les contours de la mission de Inclusive Brains? Nous allons regarder dans le détail tout à l'heure le mandat, mais c'est quoi l'expertise que vous allez apporter au monde, si je puis dire? Avec Inclusive Brains, nous souhaitons que les machines s'adaptent, elles, aux utilisateurs. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, un téléphone, une voiture, c'est plus ou moins le même produit pour tout le monde. Mais on est différents, hein? On est physiquement différents, on réfléchit différemment, nous avons l'ensemble d'émotions sollicitées différemment. Donc en fait, on veut tailler sur mesure une forme d'interactivité avec les machines. Donc nous formons des interfaces multimodales. Multimodales, pourquoi? Parce que nous allons entraîner nos modèles de l'IA avec des expressions faciales, avec mes intonations, mes inflexions de voix, ma gestuelle, parce que moi je bouge les mains énormément, et ces données vont alimenter, vont nourrir nos modèles pour que l'IA générative, hein, je précise, peut mieux nous comprendre, peut mieux nous assister, parce qu'en fin de compte, nous estimons que la technologie, la neurotechnologie, l'intelligence artificielle, ces technologies-là sont là comme assistantes. Bien, bon, ça nous permet de mieux comprendre de quoi il retourne. Alors, vous avez une ample gestuelle, mais n'oubliez pas que vous avez la zapette, hein, si vous voulez partager des planches. Bon, vous avez un projet remarquable qui a une grande portée. Hein. Il y a des gens qui sont très handicapés, par exemple, et qui peuvent faire des choses remarquables. Alors, je vais citer deux cas, et vous allez peut-être nous les détailler. Alors, avec des gens qui n'ont plus de bras, ni de jambes, vous les mettez à la place du pilote d'une voiture de Formule 1. Est-ce que c'est de la magie? Non, pas du tout. C'est juste la neuroscience en pratique. Et c'est important. On peut mieux comprendre l'activité cérébrale
nos mouvements, tout ce que j'ai évoqué précédemment, ces canaux d'information, on peut les comprendre pour justement permettre à la machine de se rapprocher autant que faire se peut le fonctionnement du corps humain et du cerveau humain. Alors Rodrigo Hernandez, par exemple, il est paralysé de la nuque jusqu'en bas et il est devenu la première personne à piloter une voiture de Formule 1 authentique par son cerveau, par la pensée. Donc il pouvait accélérer, tourner à gauche, tourner à droite, grâce à la puissance d'une interface cerveau-machine. Donc il y a des capteurs au niveau du cerveau, une intelligence artificielle pour transformer ces ondes cérébrales, les transmettre aux commandes pilotant la voiture. Donc, nous avions une équipe d'ingénieurs brésiliens remarquables, projets d'importance, de grande envergure. Ça ressemble à de la magie, mais en fait, non, c'est la science la plus rigoureuse. Et il y a un épilogue grâce à cela. Une vedette de la Formule 1 nous a contactés à Dubaï. Et M. Hamilton, cette grande vedette, s'est rapproché de nous. Bon, il y avait à l'époque que 4 titres de champion du monde à l'époque, mais Rodrigo a lancé un défi à M. Hamilton pour faire une course. Hein? C'est incroyable. Ce qui nous amène au centre de mon travail avec Inclusive Brains. On le fait pour faire sourire les gens. Regardez les sourires à l'image avec Louis, qui est, bon, il est remarquable ce gars, hein, c'est sans surprise d'ailleurs. Bon, c'est vraiment impressionnant. Alors, à présent, est-ce que vous pouvez évoquer un autre cas remarquable de fraîche date d'ailleurs? Il s'agit des événements dans le cadre de Paris 2024. Vous avez permis à 2 femmes de porter une torche olympique avec des commandes émanant de leur cerveau. C'est incroyable, hein? Alors, on a des images et peut-être pouvez-vous les commenter pour nous expliquer ce parcours incroyable. Alors, tout a commencé avec Rodrigo, qui a été sélectionné comme porteur à Rio, porteur de torche. C'était une journée extraordinaire, mais aussi une certaine frustration parce qu'il s'est dit « j'aurais pu être plus actif, j'aurais pu jouer un rôle plus actif ». Dites-nous en plus. Il était dans un fauteuil roulant, quelqu'un le poussait, il ne tenait pas la torche, elle était dans un porte-gobelet. Bon, une belle journée, hein, mais il y avait une part de frustration. La technologie peut nous aider toutes et tous, y compris, quelqu'un comme ici. Et l'idée, c'est d'utiliser l'IA et la technologie pour améliorer nos vies. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui m'anime du matin au soir. Donc on s'est dit, ce serait bien de pouvoir combiner la technologie pour utiliser pour la Formule 1 et pour les JO. Donc on a réfléchi et on s'est dit, on a lancé le projet Prometheus. L'idée, c'est de combiner la Gen AI, la robotique et les neurotechnologies, afin de permettre à ceux qui ne sont pas dotés de mouvement d'avoir un rôle plus actif dans le relais de la torche olympique. Voilà, un beau sourire. Regardez, c'est Nathalie. Et elle est accompagnée de son frère Denis. Elle a été porteuse de la torche olympique à Marseille et elle utilise une technologie que nous avons développée chez Inclusive Brains qui n'utilise pas simplement son cerveau, elle a un handicap à la fois cognitif et moteur
Donc, ce n'est pas simplement un contrôle par l'esprit. C'était évidemment quelque chose de complexe pour elle, mais aussi pour nous. Il a fallu adapter la technologie à Nathalie. Et ce qu'elle peut faire, c'est 2 mouvements intentionnels. C'est envoyer un baiser avec la bouche et sourire. Donc nous avons adapté le modèle d'intelligence artificielle afin que le système puisse détecter son sourire grâce à de la reconnaissance faciale et des ondes du cerveau. Donc son sourire était au cœur de sa performance. Et c'était un moment très émotionnel. Voilà, on voit le moment où la torche lui est remise et sur cette vidéo, on voit la technologie qui identifie son sourire et va lui permettre de contrôler cet exosquelette qui vient d'Octopus, une entreprise française. On est sur un projet 100% français et c'est le moment où elle va soulever. Nous avions des milliers de personnes autour de nous à Marseille et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui pousse son fauteuil, c'est Denis, c'est son frère, qui a le syndrome d'Asperger et qui peut parfois souffrir d'un stress énorme. Donc lui porte des oreillettes qui vont contrôler les ondes, ces ondes cérébrales, et nous mesurons son niveau de stress à ce moment-là précis. Et lorsqu'il y a un pic de stress, on peut communiquer avec lui, lui dire certaines choses pour le distraire et baisser son niveau de stress. Voilà, c'est le même type de technologie qui permettent à des gens de contrôler soit un objet physique sans contact, de manière silencieuse, c'est ce qu'on appelle le mind control, mais aussi contrôler le niveau de stress de quelqu'un, parce que le niveau de stress peut avoir des implications terribles au travail. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. D'accord. Et il y a une autre personne qui a porté la torche. C'était Pierre, au mois de Versailles. Alors, avec Pierre, là aussi, c'était un moment très fort, un moment de sourire. Il est accompagné de sa maman ici, et on voit qu'on contrôle toujours le niveau de stress de sa maman, elle qui était très détendue. Il y avait énormément de monde. C'est lorsque nous sommes passés devant le château de Versailles. Alors Pierre n'a pas le handicap cognitif, mais il a pu lever la main, il a pu réagir à la foule autour de lui, donc il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là, mais je pense que c'est aussi un témoignage très fort de ce que nous avons voulu faire. Paul et moi, nous sommes rencontrés parce que nous aimons la science, parce que nous sommes obsédés par le bien que peut faire l'intelligence artificielle, mais on a senti qu'il y avait ce besoin d'utiliser la technologie pour offrir, pour donner à ceux qui n'ont pas, quelles que soient leurs limites ou leur handicap physique, pour qu'ils puissent tirer des choses positives de la technologie. Et nous sommes convaincus que nous pouvons développer des solutions qui apportent des choses à tout le monde, absolument tout le monde, les personnes souffrant de handicap et les personnes ne souffrant pas de handicap. Et c'est ce que nous cherchons à faire au quotidien. Je n'ai qu'un mot à la bouche, c'est bravo. Je pense que le monde a besoin de plus de gens comme vous, et c'est ce que je pense profondément dans mon cœur. Je vois beaucoup de likes, je vois beaucoup de cœurs aussi. Donc je pense que cela fait écho à ce que vous venez d'évoquer. Vous avez fait des vagues il y a peu de temps avec un tweet envoyé en temps réel au cours du sommet AI for Good avec Emmanuel Macron organisé par les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, Paul et moi avons été invités pour parler au cours de ce sommet des Nations Unies sur l'intelligence artificielle, pour proposer des solutions qui sont capables d'aider les gens dans leur vie, pour faire face aux difficultés de leur vie. Donc c'est un événement qui fait beaucoup de bruit, évidemment.
Et alors que nous nous préparions, il y avait quelqu'un qui jouait du tambour à côté de nous, donc voilà, beaucoup de bruit. Et là, il y a Paul qui porte un capteur, brain sensor, et il a écrit un tweet, et l'a envoyé, et il a téléchargé une photo de Nathalie et de son frère, qu'on l'a envoyé au président Macron, qui nous a répondu, et qui nous a félicité pour ce que nous avions réalisé, surtout dans un contexte géré par une entreprise française. Et ce qui est important ici, c'est qu'on voit ce que l'on peut faire pour des personnes souffrant de handicap, mais encore une fois, ce n'est qu'une illustration dans un environnement qui n'est pas un environnement de laboratoire, et ça montre bien la force des interfaces humains, homme-machine. Paul utilise l'appareil, la technologie pour faire beaucoup de choses, et c'est la combinaison de toutes ces modalités qui fait que l'interface est si unique, finalement. C'était présenté comme une première mondiale dans la presse. C'est de la technologie de cerveau non invasive. Elon Musk l'avait fait auparavant, après avoir percé un trou dans la tête et en implantant des choses, ce qui est extraordinaire. Mais là, on est sur une approche très différente. Et bien pour nous, c'était un moment fort qui nous a permis de montrer que ce n'est pas simplement de la technologie pour les personnes souffrant de handicap, mais bien pour toutes et tous. Bien, je souhaiterais que vous nous expliquiez maintenant, et j'insiste, avec des mots simples. Nous ne sommes pas experts, ni en IA, ni en neurosciences, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands principes techniques, technologiques, concrètement, en d'autres mots, comment ça marche? Ah, je vois que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile d'expliquer en termes simples. On l'a vu hier avec Todd Rogers. Hein. Alors, lorsque vous ouvrez un microphone, lorsque vous utilisez une télécommande, je prends la décision, mon cerveau prend la décision et envoie un signal électrique à ma main qui va exécuter, qui va faire que j'appuie sur tel ou tel bouton. Bon, grâce à l'intelligence artificielle, l'activité électrique du cerveau, le mouvement des yeux, le mouvement de mon visage, un sourire, la voix, le mouvement de mes doigts, de mes mains, tout cela peut être converti en information pertinente. Une information qui a du sens. Grâce à l'IA, ça se traduit en une action. Une action qui peut être effectuée par un objet connecté, que ce soit une voiture, un ordinateur, une télévision. Donc on peut commander à distance, via une appli par exemple. Eh bien ça veut dire qu'on peut remplacer l'appli et la gérer en fait par l'esprit. Ça semble simple. Action, réaction, n'est-ce pas? Mais c'est pas simple, c'est pas si dur de le faire sur une personne parce que vous faites quelque chose de très personnalisé. La vraie difficulté, c'est ensuite de le transformer en produit que vous pouvez utiliser à grande échelle et qui marcherait pour tout le monde. Voilà, la difficulté, elle est là. Donc c'est un peu comme dans la mode. En gros, c'est pour passer. Comment passer de la haute couture au prêt-à-porter. Et ça, c'est difficile. Il faut d'abord trouver des marchés. Est-ce que le mind control est un marché? Non, pas vraiment. On peut imaginer des applications. Il y a un gamer aux États-Unis qui a utilisé des commandes mentales pour améliorer sa performance. Très bien. Ça, c'est hyper prometteur. Il y a d'autres secteurs où on pourrait appliquer ce type de technologie, mais en soi, le contrôle par l'esprit ou contrôler des choses par l'esprit, ce n'est pas un marché. Contrôler l'esprit, oui, mais ça c'est encore autre chose, et ce n'est pas notre business à nous. Bon, très bien, Olivier. Ce qui est important, avant de parler, de continuer à notre échange, en matière d'inclusion de bien-être au travail, avant cela, je souhaiterais revenir à une question peut-être de nature un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené
à vous intéresser à l'inclusion. En d'autres termes, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Je pense que c'est le facteur humain. C'est l'avantage humain, le human advantage. Mes deux filles sont toutes les deux au ballet national. Elles sont des ballerines. Je pense qu'elles vont avoir une belle carrière. Je n'ai pas de personnes souffrant de handicap dans ma famille, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires, dont Rodrigo, Marc Pollock également. Et on va vous montrer, voilà, un moment qui a eu lieu il y a 10 ans. C'était dans le sous-sol, dans un sous-sol à UCLA, où on voit cette marque qui utilise cet exosquelette pour marcher. Moi, j'enregistrais les ondes de son cerveau. L'idée, c'était de voir comment le cerveau de quelqu'un qui ne sait plus marcher car il est paralysé, comment le cerveau s'adapte, que fait le cerveau avec ce type de technologie qu'est l'exosquelette et ce qu'on peut apprendre grâce à ça. Donc, on a eu Rodrigo, mais avant Rodrigo, il y a eu Marc à UCLA. Voilà, avec mon ami Marc Pollock. Ça, c'était le point de départ. Après, il y a eu Rodrigo, donc. Et puis, il y a Brooke Ellison. Brooke qui nous a quittés en ce début d'année. Voilà, c'est avec Brooke que nous avons démarré notre expérience avec le Forum économique mondial, les AI for Inclusion Impact Initiative. Voilà. Et nous avons fait énormément lorsque j'y repense, parce que ce sont des gens qui ont changé ma vie, personnellement, professionnellement, et puis Paul, qui est jeune, enthousiaste, et qui a vraiment changé aussi le cours de ma vie. Bon, ce sont de beaux objectifs. On parle souvent d'entreprise à mission. Clairement, vous avez une très belle et très impressionnante mission que vous vous êtes fixée. Nous allons terminer cet échange. Il nous reste 5 minutes avant, ou 7 minutes avant la partie questions-réponses. Inclusive Brain souhaite aller plus loin. Donc, ce n'est pas simplement pour les personnes souffrant de handicap. Votre solution vient également aider les personnes qui sont valides de prendre de meilleures décisions et de mieux s'occuper d'elles au travail. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, parce que c'est là aussi vraiment au cœur de ce que vous faites chez Inclusive Brains? Oui. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est que, comme beaucoup de start-up qui développent des produits innovants, nous avons commencé en mode recherche. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir ensuite fabriquer et industrialiser nos produits. Un point tournant pour nous, c'est fait grâce à notre partenariat avec Alan Strade. Un partenariat qui nous permet d'avancer sur la technologie Prometheus en industrialisant ce que nous faisons. On passe donc de l'étape R&D à la phase industrielle. Donc, aujourd'hui, Prometheus est disponible, notamment pour les JO. C'est grâce à notre partenariat. Donc là, on applique ce qu'on sait faire pour améliorer la performance et la sécurité des gens. Et c'est vrai que c'est politiquement pas toujours correct de parler de performance au travail, mais je pense que sans technologie, on peut réconcilier ce besoin d'améliorer la performance tout en préservant la sécurité à la fois physique et psychologique. Alors des exemples, je peux vous en donner, je peux vous en montrer même. Nous avons travaillé avec le International Knee and Joint Center, donc le centre du genou
et de l'articulation pour travailler avec des chirurgiens et comprendre comment fonctionne leur cerveau lorsqu'ils sont en train d'opérer et comment ils réagissent au stress. Voilà, il y a énormément de burn-out parmi ces chirurgiens qui souffrent de fatigue, qui font des opérations lourdes de manière répétée. Ça a un impact sur eux et par ricochet sur leurs patients. Et donc nous avons souhaité travailler avec cette population. Voilà, ça c'est un exemple, un cas d'usage. J'ai également travaillé avec Biotech Dental. C'est intéressant de voir les besoins d'IA. Lorsque je parle avec un client potentiel, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'IA pour améliorer votre produit ou la performance de vos salariés? Avec Biotech Dental, nous travaillons avec des personnes qui travaillent avec des patients tous les jours, qui effectuent des dizaines d'interventions. Ici, on a un exemple, c'est un patient qui passe un contrôle, où c'est un système de contrôle de stress, parce qu'il y a énormément de données qui montrent que si vous faites une intervention chirurgicale au moment où il y a moins de stress, elle se passe mieux. Et ça donne aux chirurgiens des informations en temps réel sur ce qu'il se passe dans le cerveau du patient en matière de stress. Et puis, nous allons lancer le premier assistant IA dédié aux soins de santé bucco-dentaire. Donc, durant la journée, eh bien, le dentiste va pouvoir interagir avec l'assistant qui va lui donner des conseils. Et on va y ajouter un autre module rapidement qui va permettre à l'IA de sentir si l'information est urgente ou pas. Et là aussi, on va utiliser un LLM, un Large Language Model, qui va être essentiel pour nous. Alors, le dernier exemple vient du fait qu'il n'y a pas un seul organisme, privé ou public, qui ne s'intéresse pas à ce sujet et qui ne pourrait pas tirer profit de ce type de technologie. Voilà, il est important, je le dis, je le répète, d'avoir des informations de qualité. Je pense que l'absence de biais n'existe pas. Mon biais vient du fait qu'il est de notre devoir de fournir des solutions technologiques alimentées par l'IA qui donnent les meilleurs résultats. La réplicabilité est essentielle, tout en améliorant la performance, le bien-être et la sécurité psychologique et physique. Voilà. Donc, en permettant à des machines de s'adapter, nous allons essayer de minimiser le stress. Nous allons essayer de permettre aux gens de gérer le stress. Le stress n'est pas facile à gérer. Et nous aidons les gens également à adapter leur charge de travail en fonction du moment de la journée. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas la même personne le matin, physiologiquement et cognitivement, que l'après-midi. Voilà, on évolue au cours de la journée. Donc c'est important. Important d'avoir des choses concrètes. Voilà, il faut aller plus loin qu'une caractérisation RH suite à un test de personnalité. Les amants, vous avez signé un accord avec Allianz pour essayer d'améliorer la performance et le bien-être, pas simplement des personnes souffrant de mobilité réduite, mais là, tous les salariés. Pouvez-vous nous en parler? Alors, oui, ce partenariat est parti de l'idée que nous pouvions aider les personnes à mobilité réduite. D'accord? Donc, ça c'était un peu le point de départ.
Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut le postulat qu'on peut améliorer l'inclusivité. Et puis, l'IA peut aussi être utilisée pour préserver la santé physique et psychologique, mentale. Donc, avoir un groupe international qui nous fait confiance, qui nous soutient dans ce que nous faisons, c'est bien commercialement, soyons honnêtes, mais c'est bon également parce que ça nous permet d'élargir les tests et vraiment ancrer nos produits dans la réalité d'un marché. C'est important pour nous. Et un point sur lequel je n'insisterai jamais assez, c'est au fait que quand on parle assisted tech ou le handy tech, la technologie qui est développée à la base pour aider les personnes à mobilité réduite, eh bien, nous avons un benchmark qui est notre télécommande. Voilà. La télécommande a été inventée pour aider des gens souffrant de handicap. Et puis, ce produit est devenu un produit de masse. Des milliards de foyers ont acheté des télécommandes, ont acheté une télé avec une télécommande. Et ce qui est important, c'est que ça a complètement changé comment nous, individus, interagissons avec la technologie. De manière extrêmement adaptive. Et on le voit, changer, influencer la façon qu'ont les gens d'interagir avec la technologie de manière plus sûre, avec plus de performance, tout en étant complètement sécurisé, meilleur pour la santé, donc santé mentale et physique. Voilà. Que vous souffriez d'un handicap ou pas. C'est donc un outil d'inclusion pour toutes et tous. Alors, il nous reste 8 minutes pour la dernière question. Et nous avons plein de questions de la part des gens qui nous écoutent. Donc, alors, je vais vous poser 3 dernières questions. Voilà, essayez d'être bref et concis. Comme ça, on aura du temps pour répondre aux questions très nombreuses qui nous viennent des auditeurs. Alors, première question. Quel est votre potentiel de développement chez Inclusive Brains? Comment voyez-vous l'avenir d'Inclusive Brains? Quels sont vos espoirs? Alors, nous espérons avoir notre technologie adaptive. Je ne parle pas d'IA, je ne parle pas de neurotech. Je parle de solutions adaptives dans tous les objets connectés. Tout objet connecté pourrait profiter de cela. Nous voulons que les gens puissent interagir de manière simple avec la technologie et que la technologie reste un outil d'assistance et que ce ne soit pas l'inverse. On a passé nos vies à s'adapter aux outils. Aujourd'hui, c'est à l'outil de s'adapter à nous. Deuxièmement, je souhaiterais qu'on arrête de parler d'IA. Si j'étais architecte, on parlerait de bâtiments, des bâtiments que je dessine, que je crée. Peu importe si je dessine sur un papier ou sur un ordinateur, ce qui est important, c'est la méthodologie. Et au-delà de la technologie, ce qui est important, alors neurotech, IA ou peu importe, ce qui est important vraiment, c'est est-ce éthique, est-ce conforme, compliant, et est-ce que ça a un impact positif. Voilà. Le bout du bout doit être positif. Si on coche ces cases-là, éthique, inclusif, par design, etc., ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Quel que soit l'objet ou la chose que vous créez. C'est bien. Vous avez été succinct. Deuxième question. Sur l'évolution, les neurosciences et l'IA. Quel espoir, quel changement entrevoyez-vous? Je pense que de plus en plus, on va utiliser des mesures rigoureuses pour aider les gens, pas avec des méthodologies au doigt mouillé, ou basées sur des tests de personnalité ou cognitifs qui sont faciles à utiliser, qui sont très sympathiques, mais bon, au final, au mieux, ils vous donnent une photo à l'instant T, mais les gens changent, les gens évoluent au fil du temps. Donc,
l'adaptativité de la technologie, c'est de comprendre que les gens, dans leur vie, vivent avec des hauts et des bas. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Il y a des hauts et des bas. Si on peut les mesurer en temps réel, c'est mieux. Et s'adapter en fonction, c'est mieux. Voilà. Que ce soit l'environnement physique, social, voilà, ça fait toute la différence. Et je pense que ça changera les RH, par exemple. OK, parfait. Alors, on a beaucoup de responsables RH qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous pouviez leur donner un conseil, notamment à ceux qui souhaiteraient essayer les neurosciences dans les RH. Alors, les neurosciences, ce ne sont pas des grands scanners dans des hôpitaux avec des capteurs que l'on place partout. C'est pas ça. Les neurosciences peuvent aujourd'hui s'appliquer dans le monde du travail. Donc, n'ayez pas peur. Deuxièmement, c'est respecter le cerveau et respecter le corps humain. Quand on parle du cœur, le sujet cardio, les RH iraient voir un cardio en disant il faut mesurer le cœur. Avec le cerveau, on a des coachs plus nombreux les uns que les autres qui utilisent des questionnaires sur notre état de fatigue, notre état de stress, et ça on l'accepte. Si quelqu'un essayait de comprendre si votre cœur fonctionne correctement, est-ce que vous accepteriez qu'il vous pose simplement une question alors, est-ce que vos artères sont bouchées sur une échelle de 1 à 10 ou est-ce que votre cœur est fatigué d'une échelle sur 10? Personne ne l'accepterait. Alors, pourquoi accepte-t-on ces mesures au doigt mouillé quand il s'agit de notre cerveau? Voilà. Donc, j'en appelle aux responsables RH, continuez à utiliser les tests de personnalité, mais ce n'est pas assez. Allez plus loin. Travaillez avec nous ou avec d'autres pour essayer de faire ce que nous faisons, en ajoutant l'intelligence artificielle pour mieux comprendre vos salariés et mieux répondre à leurs besoins et leurs attentes. Donc, avec des solutions adaptées, ça va vous améliorer, ça va améliorer votre recrutement, votre productivité et ça va minimiser vos coûts. Voilà, donc c'est vraiment positif à plein d'égards. Bien, c'était ma dernière question. Mais, comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de questions qui nous sont posées par les gens qui nous écoutent et nous avons 3 minutes pour y répondre. Est-ce que vous pensez que ces technologies pourraient être généralisées sur le marché à l'avenir? Absolument. Lorsque j'ai démarré dans les neurosciences, il y a des décennies, ça coûtait des millions, il y avait des machines énormes, aujourd'hui on parle de tech. On est parfois à moins de 100 € pour une technologie. Nous développons des technologies qui peuvent utiliser des webcams, qui n'ont pas besoin d'être portées. Donc, voilà, on y est déjà. Bien, très bien. Une dernière question, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qui motive des sociétés à financer des projets qui ont un produit, enfin, qui ont une base de clientèle assez restreinte, mais qui nécessitent de gros investissements? 2 choses. Ça dépend du projet. Retour sur investissement, en travaillant avec nous, sur le volet inclusif, en fait, ça améliorera votre force de travail parce que plus vous apportez de la diversité au sein de vos équipes, mieux ce sera sa rentabilité et son incidence positive sur la culture de votre société. C'est la première chose. Deuxième chose, nous voulons être très francs s'agissant des finalités. Le retour sur l'image de votre société pour ne pas montrer que vous êtes centré exclusivement sur la rentabilité, mais vous pouvez quand même aussi rajouter le versant inclusif. C'est bien pour votre société. Alors, certains nous sollicitent pour ce qu'on appelle des inclusivity washing, donc donner le change. Si c'est exclusivement ça, on refuse tout partenariat. Mais on peut aider nos partenaires de faire ce qu'il faut le faire en coulisses. Mais on peut aussi dire au monde, voilà, la preuve en est que l'investissement a des retombées positives et pour la société et pour la communauté. Merci, un bon mot de la fin. Merci Olivier.
ce dialogue était source d'inspiration, me semble-t-il. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion de cette conférence, The Human Advantage, et d'avoir partagé ces éclairages extrêmement instructifs. Merci de votre invitation. C'est une mission remarquable, mais c'est aussi un milieu de travail remarquable. Merci, Eric. Effectivement, c'était chouette. Alors, c'est vrai que la vraie inclusion, ce n'est pas juste des spécificités techniques. Non, c'est la charge cognitive, le stress avec lesquels nous luttons tous, mais aussi faire montre de respect à l'égard du cerveau. C'est bien, effectivement, en se tourne vers des experts dans de nombreux domaines, mais quand il s'agit de la charge cognitive et le stress, on sollicite des ressources assez basiques, alors que nous avons la technologie. Les sciences existent pour mobiliser la neuroscience, pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et comment tout le monde peut travailler avec nos cerveaux à bon escient.